Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, je consacre toute l'émission, vous l'avez entendu, à vos témoignages, vous qui avez vécu des phénomènes paranormaux. Alors, vos messages, vos emails, vos coups de fil sont les bienvenus. 0826 d'abord 300 300. Pour le standard, vous pouvez me laisser un message dans la boîte vocale des aventuriers de l'étrange. Vos mails, vous pouvez m'écrire directement à étrange@sudradio.fr. étrange@sudradio.fr. Vous pouvez également m'envoyer vos réactions par SMS. Sur votre portable, vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous écrivez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200. À mes côtés, pour vous écouter et tenter de répondre à toutes vos questions, Pierre Macias du site internet psylande.org. Pierre Macias, bonsoir. Bonsoir Louis. Pierre Macias, dont la voix a été qualifiée de caressante par une auditrice. Ah ben c'est très gentil. Qui nous a envoyé un mail. Voilà, c'est tout à fait agréable, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui, ça, j'imagine bien. Donc, Pierre Macias du site psylande.org, psylande.org sur lequel vous pouvez retrouver toutes les émissions des aventuriers de l'étrange en podcast, soit les écouter en direct sur le site, soit les télécharger pour les écouter ensuite sur votre lecteur MP3. Également à mes côtés, Renaud Évrard de l'Institut Métapsychique International. Renaud Évrard, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Oui, ça va bien. Bien. Ravi toujours de vous retrouver, Pierre, Renaud, pour que vous m'aidiez à répondre aux questions légitimes que se posent les auditeurs et auditrices qui ont vécu des phénomènes paranormaux. D'abord pour vous faire comprendre que, vous n'êtes pas fou, vous avez vécu un phénomène tout à fait naturel que la science n'est pas encore en mesure d'expliquer totalement, mais il y a quand même des débuts de pistes puisque des scientifiques s'y intéressent. Avant de retrouver le premier témoignage, je vous annonce que la semaine prochaine, le jeudi 29 novembre, à Toulouse, à l'auditorium de la clinique Saint-Jean de Languedoc, va se tenir une conférence sur les expériences de mort imminente. Une conférence que je vais avoir le plaisir de vous présenter avec, à mes côtés, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est médecin, réanimateur et auteur de nombreux livres sur ce sujet. J'aurai également à mes côtés Jean Morzel, qui a écrit un livre puisqu'il a vécu une expérience lui-même de mort imminente. Une expérience extrêmement complète, intrigante, passionnante. Ce sera le jeudi 29 novembre à 20h30. Pour réserver vos places, vous pouvez téléphoner au 05 61 52 78 39, 05 61 52 78 39, ou vous pouvez vous rendre sur le site sudradio.fr à la page des aventuriers de l'étrange. Vous aurez toutes les informations. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Notre premier coup de fil au 0826 300 300 nous vient de l'Ariège. Magali, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie, Magali. Alors, je vous ai demandé d'intervenir dans cette émission puisque vous avez eu la gentillesse de m'envoyer un courrier avec un CD-ROM sur lequel vous avez gravé toute une série de photos que je trouve extrêmement intéressantes. Alors, d'abord, sur ces photos, je décris un petit peu ce qu'on y voit. Il y a différents paysages. Vous nous expliquerez quels sont ces paysages, puisque vous n'avez pas pris ces photos n'importe où, évidemment. Des photos qui ont été prises de nuit, de jour, à la nuit tombée, à l'intérieur, des photos d'extérieur. Mais ce qu'il y a de commun à toutes ces photos, c'est qu'on voit des sortes de...
je sais pas, de points blancs qui flottent comme ça, qui ont l'air d'être en suspension dans l'air, des points lumineux. Des petites bulles de lumière comme ça qui ont l'air de flotter plus ou moins nombreuses. Il y a des photos où il y en a des quantités invraisemblables et sur d'autres photos il n'y en a plus que quelques-unes. Vous m'avez dit, voilà, j'aimerais que on aborde ensemble dans votre émission un phénomène qui s'appelle les orbes. C'est écrit O-R-B-E-S, hein, c'est ça Magali? ORBS, oui, voilà. Ah voilà, O-R-B-S, j'avais mis un E, hein, excusez-moi. Oui, c'est le nom qui est donné en fait sur les sites internet, quoi. Et il y a beaucoup de sites qui montrent des photos avec pas mal d'interrogations. Et c'est vrai que c'est un phénomène dont on parle très peu, quoi. Oui, c'est vrai. Moi-même, d'ailleurs, je peux pas tout connaître, hein, mais c'est la première fois que j'ai découvert ce phénomène, grâce à vous d'ailleurs, Magali. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous prenez des photos d'abord pour justement photographier des orbes. Bah, disons que il y a quelques années, je n'en avais pas du tout, quoi. Et il y a des personnes qui en ont sur des photos argentiques et d'autres des photos numériques. Mais le phénomène, il est plus sensible sur la photo numérique. Et il y a beaucoup de gens qui les prennent sans les faire esprit, mais il y a aussi des gens qui sont particulièrement sensibles, qui vont les prendre, comme dans mon cas, quoi. Je vais pas dire intentionnellement, quoi, mais disons que il n'y a pas de hasard, quoi. Il y a un genre de communication. Et c'est vrai que sur les sites internet, il y a des interrogations qui se posent, à savoir si c'est des taches de pollen ou des taches de pluie, etc. Dans certains cas, ça peut l'être, mais dans beaucoup de cas, c'est inexpliqué, quoi. Et pardon. Non. J'allais vous demander comment est-ce que vous faites pour prendre des clichés. Ben, disons que quand je fais une promenade, n'importe où, quoi, que si je fais des photos, comme je fais pas mal de photos, en général, j'en ai, quoi. Et des fois, il peut se passer 1 mois ou 2 mois sans que j'ai rien du tout. Et il y a des périodes où ça dépend des moments, en fait, quoi. Mais les photos, j'en ai eu le plus, et c'était des moments importants de ma vie, quoi, des moments qui ont apporté qui ont beaucoup compté, quoi. C'est-à-dire, racontez-nous, sans rentrer dans les détails évidemment, mais juste comme ça, un moment important et ce que ça a déclenché. Bah, disons que moi, depuis quelques années, je suis dans une certaine démarche spirituelle aussi, quoi. Et au cours de cette démarche, dans les moments forts, ils ont toujours été là, quoi. Et vous savez à l'avance, enfin, est-ce qu'il y a des comment dirais-je, j'allais employer le terme de recettes, non, mais vous savez que tiens, là ce soir, j'ai des grandes chances de pouvoir photographier des orbes, ou aujourd'hui. Non, il n'y a pas vraiment de, non, je ressens pas vraiment, quoi. Des fois, il y a un peu une communication par la pensée, quoi. Des fois, disons, je le ressens, quoi. La première fois que je les ai pris en photo, c'était au château de Quéribus, dans les Corbières. Et très beau château d'ailleurs. Oui, magnifique. J'ai ressenti une énergie, quoi. Et à l'époque, je connaissais pas le phénomène. Et j'ai fait des photos comme ça, instinctivement. Et c'est le lendemain, sur l'ordinateur, que je me suis rendu compte de leur présence, quoi. Mais oui, c'est un genre de ressenti, c'est dur à expliquer, quoi. Et alors, ça ressemble à des sortes de petites bulles lumineuses, hein, comme je le disais tout à l'heure, que l'on voit apparaître sur les photos. Et il y a des photos où il y en a une quantité invraisemblable. Je me rappelle, parmi les clichés que vous m'avez envoyés, il y a les clichés d'un toit, par exemple. Il y a la cheminée, il y a les tuiles. Et là, on a l'impression que l'air, est saturé de ces petites lumières comme ça, qu'on ne voit pas à l'œil nu d'ailleurs. Il faut le préciser, hein. Oui, tout à fait. Hein, on ne les voit. Enfin, pour comprendre comment ça se passe. Techniquement, vous utilisez un flash? Oui. Avec l'appareil numérique, oui. Mais j'ai eu des photos en plein jour sans flash où il y en avait, quoi. D'accord. Alors que à l'œil nu, on ne voit rien. On est d'accord, hein? Oui. Voilà. Est-ce que, moi, j'imagine que, j'ai pris beaucoup de photos, comme tout un chacun, des photos de vacances, des photos de famille, des photos parce qu'il y avait un joli paysage. Je n'ai jamais eu ce phénomène sur que ce soit sur les photos argentiques, c'est-à-dire avec les pellicules, ou en photo numérique. Est-ce que, mais je pense que si j'en avais eu une fois, je me serais dit, tiens, mon objectif est sale, j'ai oublié de nettoyer mon objectif ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez pris cette précaution? Oui, j'ai pris toutes les précautions. Et c'est
vrai qu'au début, je m'en suis pas rendu compte, quoi, parce que j'ai regardé des anciennes photos d'il y a quelques années en argentique où j'en avais quelques-uns, mais je les avais pas vus, pas du tout, quoi, parce que j'y prêtais pas attention, quoi. Et ce que je regrette un peu ce soir, c'est que j'ai un ami qui a les mêmes phénomènes que moi depuis quelques années. Et qui a pas voulu témoigner, quoi. Donc, oui. Je regrette un petit peu. Bon, mais c'est pas grave. De toute façon, ça nous permet au moins d'aborder le sujet. Et puis, si d'autres personnes ont été confrontées à ce même type de phénomène, qu'ils peuvent réagir par SMS en m'envoyant donc un message au 71 200 Sud d'abord, un espace, votre texte, et vous l'envoyez au 71 200. Ma chère Magali, vous vous êtes posé des questions, vous avez essayé de comprendre ce qui se passait. D'après vous, c'est quoi donc ces orbes? Ça correspond à quoi? Moi, mon avis personnel, je pense que ce sont des petits êtres de lumière, en fait, qui se manifestent d'une autre dimension, quoi. Parce que dans certains lieux, notamment le château de Montségur, qui sont des lieux cosmotelluriques, avec justement cet ami-là qui habite à Albi, on en a vu plusieurs fois à l'œil nu. À l'œil nu. Voilà, oui. Et la première fois, c'était une nuit d'été, au mois d'août. On était dans le temple, parce qu'on dormait à la Belle Étoile, quoi. Et ça faisait une petite boule bleue lumineuse qui clignotait. Et c'est arrivé une autre fois aussi au château de Kérubus, on y a dormi aussi. Et pendant la nuit, lui était réveillé, mais il a dit qu'il avait vu au-dessus de moi une grosse bulle bleue, comme qui palpitait, quoi, un peu comme un battement de cœur. Et puis même qui était pas rassuré, il voulait me réveiller, mais moi je dormais bien, quoi. D'accord. Et encore une autre fois, un soir, c'était aussi à Montségur, dans la cour du château. Il y avait une petite... on attendait pour dormir, quoi. Il y avait une petite boule dorée, lumineuse, qui clignotait. Et il y a des gens qui ont traversé la cour du château. Ils sont rentrés par la porte. Et ils ont traversé jusqu'à l'autre porte. Et le temps que les gens traversent, ça a disparu. Et ça a réapparu après, quoi. Quand les gens sont ressortis. Voilà. Mais... Est-ce que vous avez pu prendre ce petit phénomène en photo? Est-ce que vous avez eu le réflexe de prendre votre appareil photo et essayer de l'attraper? Et sur l'instant, non, parce qu'on avait peur qu'il s'en aille, quoi. Donc on n'a pas bougé et puis on regardait. Mais là, donc, on est d'accord, c'était en pleine nuit? Oui. À la tombée de la nuit, oui. À la tombée de la nuit. Est-ce que il vous a fallu un flash pour pouvoir le voir, ou il était visible comme ça de manière tout à fait naturelle? Là, on le voyait de manière... ces 3 fois-là, on le voyait à l'œil de manière naturelle, quoi. C'était gros, à peu près, si vous aviez à donner une dimension de la grosseur d'une balle de ping-pong, de tennis, un peu plus gros, comment? Un peu plus gros, peut-être 5 ou 6 centimètres à peu près, quoi. De diamètre, hein, à peu près? Oui. Ah oui, ça fait quand même une petite sphère importante, quand même. Oui. Et donc, pour vous, ce sont quoi? Ce sont ce qu'on appellerait, je sais pas moi, des petits êtres de lumière, c'est-à-dire comme des fées, vous savez, comme on dit dans le langage du petit peuple, c'est-à-dire des fées, des choses comme ça. Ce serait quoi? Moi, j'ai fait le rapprochement un peu, c'est que par rapport au crop circle, il y a beaucoup de témoignages qui parlent de boules lumineuses qui ont été filmées sur les emplacements où il y a eu des crop circles. Et je pense que c'est un phénomène à peu près de la même famille, quoi, qui est... je pense que c'est des êtres qui se manifestent à travers une autre dimension. Après, il y a peut-être des entités au-dessus, ou je sais pas exactement, quoi, mais... Pour mon interprétation, c'est ça, quoi. D'accord. Et est-ce que vous avez montré les photos là que vous m'avez envoyées sur CD-ROM à un photographe professionnel, pour lui demander son avis? Tiens, qu'est-ce que vous en pensez techniquement, à votre avis? Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Moi et mon ami, là, on a montré des photos à un photographe et il m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça, quoi. Il était étonné et il trouvait pas d'explication, quoi. Ni taches, ni poussière, en regardant bien les photos, il trouvait pas d'explication du tout, quoi. D'accord. Très bien. Écoutez, je vais demander à Renaud Évrard et à Pierre Massias de nous livrer leurs premiers sentiments après avoir écouté votre témoignage. Je me suis permis, ma chère Magali, pour que ils entrent au mieux dans ce dossier, de leur envoyer quelques clichés que vous m'avez fait parvenir. On va commencer par Renaud Évrard. Renaud, quel est votre sentiment? Vous avez vu les quelques clichés que je vous ai envoyés? Oui, j'ai très bien vu. Bonsoir Magali.
Donc effectivement, comme on a dit au début de l'émission, c'est une question tout à fait légitime que vous vous posez, des questions même. Et c'est vrai qu'il y a un petit problème, c'est que beaucoup de gens qui vont répondre à ça, scientifiques ou pas, vont avoir tendance à avoir une réponse très systématique sur c'est de la poussière, il faut pas s'en occuper, il n'y a rien d'intéressant. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile de se faire entendre à ce niveau-là, de se faire reconnaître, d'étudier ces phénomènes. Il y a très très peu d'études. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment un phénomène nouveau? Qu'est-ce qu'il faut écouter? Est-ce qu'il faut aller voir? Et je pense que oui, je pense qu'il y a des choses à aller regarder. Ouais. Après, c'est vrai que moi, je pense pas du tout être spécialiste. Je me rends bien compte qu'il y a des recherches dont j'ai pas pris connaissance encore, que je débute complètement. Donc je vais répondre humblement, simplement. C'est vrai que j'ai jamais vu les photos que j'ai reçues, parmi d'autres, n'ont jamais requis des explications de type nouvelle encore, de type être de lumière ou autre. Ces orbes existaient déjà avec les photos argentiques, hein, comme Magali l'a dit. Oui. Et même chose, comme elle l'a dit, quand on ne fait pas attention, on se rend même pas compte. Donc, Louis, vous avez dit que vous avez jamais eu d'orbe, vous n'avez jamais vérifié non plus. Oui, c'est vrai. Oui, et donc, il y a un double phénomène. C'est une prise d'attention au niveau psychologique, une sorte de recherche ou d'interprétation des orbes, mais aussi un autre phénomène qui est sociologique, qui est le déploiement des appareils photo numériques partout. Oui, en 5 à 10 ans, c'est quelque chose qui est exponentiel. Et ça crée comme truc que de plus en plus de personnes ont des appareils photo, font beaucoup de photos avec des flashs, et c'est forcément, vous allez avoir des orbes. Parce qu'on sait produire des orbes avec de la poussière, en conditions expérimentales, contrôlées. On sait comment on peut en mettre en joue, mais tout le monde ne le sait pas. C'est pas non plus dans le vocabulaire courant. Ouais. Pourquoi? Parce que il y a un côté où, si c'est de la poussière, en fait, c'est pas quelque chose de visible à l'œil nu. Ouais. Donc, du coup, ça appartient au domaine de l'invisible, mais de l'invisible normal. Ouais. Sauf que les mécanismes qui font que les orbes apparaissent plus ou moins gros, avec leur forme ronde, à différents endroits ou pas, selon la luminosité, c'est des mécanismes très techniques. Je pense que là, justement, Pierre Massias pourra nous expliquer un peu plus de détails des choses. Mais il y a une sorte de collision entre cet invisible normal et le monde invisible qui reprend de la vigueur par le moyen de l'appareil photo, comme ça a été déjà le cas depuis une centaine d'années. On a toujours essayé d'objectiver ce monde invisible avec tous les moyens techniques à notre portée. Et je pense que là, on est dans une sorte de nouvelle vague, une nouvelle mythologie peut-être en cours, parce que je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui discutent de ça, qui font une démarche spirituelle avec les orbes, comme on faisait avec le spiritisme auparavant, et qui a même des scientifiques un peu sérieux, des fois pas du tout sérieux. Il y a même des congrès. Là, au mois d'octobre, aux États-Unis, il y a eu le premier grand congrès sur ces questions. Ah bon? Donc, il y a quand même quelque chose qui est en train de se faire. Et c'est très bien que Magali vienne nous en parler, parce que c'est nouveau, finalement, d'un point de vue parapsychologique. Oui. D'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard, je pense la semaine prochaine ou peut-être la semaine suivante. On parlera d'un site qui a pour adresse Sixième Sens. Je vous en avais parlé d'ailleurs, Renaud, ainsi que à Pierre, où sur ce site, ils reproduisent une expérience pour créer des photos avec des orbes. Magali, vous devriez y aller faire un petit tour. Et alors, ils font ça avec de la poussière. Ils ont reproduit, si vous voulez, de manière technique, des photos avec des orbes, mais en balançant, je me rappelle plus, de la poussière dans l'air, qui n'est pas forcément visible à l'œil nu, mais en prenant après des photos avec des flashs. Évidemment, le flash fait refléter des particules de poussière en suspension dans l'air, et elles apparaissent évidemment sur la photo. Mais ça n'est peut-être pas la seule réponse que l'on peut apporter à ce phénomène. Pierre Massias. Oui, pas la seule, mais bon, je vais reprendre aussi un petit peu au début. Ouais. Alors effectivement, sur le site Sixième Sens, association créée par Jean-François Soyez, ils ont reproduit une expérience qui avait été faite avant par ce qu'on appelle des sceptiques, qui voulaient un petit peu faire la part du vrai et du faux. Effectivement, dans un grenier, si on peut très bien aller dans un grenier, attendre un petit peu que les mouvements d'air se tassent, on prend une photo, il y a rien de particulier.
Juste après, on agite un tapis un peu poussiéreux, on reprend une photo et tout d'un coup, on voit apparaître une quantité impressionnante d'orbes. Ouais. Donc ça, c'est une reproduction, ce qui ne veut pas dire en soi que tout est explicable par là, mais déjà on a une certaine explication qui va expliquer un certain nombre de phénomènes. Ouais. Même si personnellement, je n'ai jamais été très convaincu par l'aspect spiritualité au-delà, manifestation spirite des orbes. Ouais. C'est un phénomène qui me paraît extrêmement pauvre par rapport à ce qu'on entend par séance spirit, par rapport à ce qu'on peut entendre par transcommunication, par apparition ici ou là, château ou pas. C'est un phénomène qui me paraît extrêmement pauvre. On voit des petites boules de lumière dans lesquelles on va pouvoir inscrire un petit peu ce qu'on voudra y voir, et derrière on y applique une explication qui sort finalement de nulle part. On peut très bien, si on veut y appliquer une manifestation de défunts, par exemple au sens spiritisme, pourquoi on ne pourrait pas y appliquer une apparition d'elfes, je sais pas, d'animaux inconnus encore, qu'on verrait que par ce biais-là. On peut y appliquer de manière comment dire, non, mais je comprends. Absolue, n'importe quelle explication derrière. Je comprends ce que vous voulez dire, Pierre, mais le phénomène se produit, on le voit très clairement sur les photos que Magali nous a envoyées. Oui. Donc, il y a des possibilités d'explication avec de la poussière, avec des suspensions de pollen, comme le disait même Magali tout à l'heure, avec des gouttelettes d'eau en suspension qui sont invisibles à l'œil nu, etc. Mais il n'y a peut-être pas que ça. Je veux dire, une fois qu'on enlève tous ces phénomènes, il y a peut-être, comme dans les phénomènes ovnis, un résidu qui fait que, c'est quoi ? Justement, le problème, c'est d'obtenir ce résidu. Je suis navré, c'est pas la première fois que je vois des orbes. J'ai vu apparaître ça comme beaucoup d'autres sur le net. En même temps, c'est apparu un petit peu en même temps que des photographies de voiles blanchâtres. Les gens voyaient apparaître un voile blanchâtre sur leurs photos. Ça se produisait surtout sur des appareils numériques, et ils se disaient là j'ai une manifestation bizarre, puis en grattant un petit peu on s'apercevait sur certains cas que j'ai pu discuter avec des gens qui ont pris ces photos que ça pouvait tout à fait s'expliquer par une fumée. Simplement, la personne fumait, ne s'est pas rendu compte que sa fumée passait devant l'objectif et produisait ce voile blanchâtre. Alors ça a l'air bête. Mais là on parle des orbes là. Mais ça va rentrer dans cet ordre d'idées, parce que là-dessus on va arriver sur des notions de prise, sur des notions techniques. Avec l'appareil photo numérique où on prend beaucoup de photos. Ces appareils numériques ne sont pas parfaits. Aucun appareil pratiquement n'est parfait, surtout les appareils grand public. On peut avoir un tas d'effets parasites, aussi bien par des conditions naturelles comme celle-là, ou des. Je me souviens, j'ai en tête une photo que j'ai prise moi-même dans une église. Et j'ai pris deux, trois photos dans l'église. Sur deux photos, j'ai eu un flash lumineux. Ça m'a fait penser à un laser. Assez éloigné de moi. J'étais à un bout de l'église, le flash est apparu à l'autre bout de l'église, en un point particulier du mur. J'y ai pas appliqué une explication surnaturelle, paranormale ou autre. C'est une caractéristique. À ce moment-là, en prenant la photo au flash, il y a eu une condition très particulière, très spécifique, qui m'a montré ce point lumineux intense sur la photo, qui pourrait très bien me faire penser à un faisceau laser. Alors, en revenant sur tous ces problèmes techniques de prise de photos, alors que ce soit dans l'environnement, c'est-à-dire les conditions extérieures dans lesquelles on prend l'environnement, qui sont propices ou pas à faire apparaître ce genre de comment dire, d'image. La nuit aussi, ça peut apparaître. La nuit, même sans flash, ça peut apparaître. On peut avoir des éclairages diffus, enfin des éclairages qu'on ne contrôle pas et qui vont faire apparaître des orbes, par exemple.
il faut voir tout ça en situation, je dirais. Mais on peut très bien imaginer ce genre de situation. Mais là, par exemple, Magali nous a dit à 2 reprises, avec en plus, je parle pas de la fois où vous étiez endormi, hein, Magali, mais les 2 fois où vous l'avez vu de vos yeux, enfin, dire à l'œil nu, sans appareil photo et sans flash surtout, elle a vu ce genre de manifestation, ce genre de phénomène. Oui, alors là. Alors, je pourrais répondre un peu. Oui, Renaud. Oui. Pardon. Mais c'est vrai qu'il y a une question du résidu, parce que, comme je disais, il y a la réponse systématique du technicien, qui est la poussière, l'appareil photo, gna. C'est tout à fait juste. Mais ce qu'il y a encore derrière, et ce que nous a parlé Magali, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que ça intervient sur certains lieux, par exemple. Donc c'est relié, pour certaines personnes, c'est relié à des lieux cosmotelluriques, comme a dit Magali. C'est aussi relié à des personnes. J'entends beaucoup de témoignages de personnes qui me disent « Mais quand moi je prends la photo, il se passe rien, et quand elle prend, il y a toujours des orbes. » Il y a la même chose, Magali nous a parlé, ça arrivait à certains moments importants de sa vie. Ça fait comme... donc là, c'est des conditions qui compliquent un peu l'affaire. Est-ce que c'est vraiment une perception après coup, une sorte de... C'est une tromperie, psychologique ou voilà. Alors par contre, il y a un autre phénomène qui vient se greffer, et là il y a une sorte de discours un peu ambivalent, mais c'est relié. Le discours, c'est de dire que finalement, on peut les voir à l'œil nu. Mais en fait, on ne voit pas forcément le même phénomène. Là, ce dont nous parle Magali, ça me semble plutôt proche du feu follet. C'est-à-dire des petites boules bleues qui apparaissent dans la nuit. Ah, exact, c'est vrai. C'est plus... on ne peut pas voir la poussière à l'œil nu, on ne voit jamais des orbes à l'œil nu, mais il y a d'autres phénomènes lumineux qui viennent se greffer et donner raison ou donner du crédit à l'hypothèse des esprits. Mais je pense que là, il faut séparer les explications. Mais pourquoi les gens ont tendance à greffer d'autres phénomènes lumineux? C'est que cette réponse technique systématique, elle éloigne, elle fait peur, elle est vraiment repoussante, et donc les gens deviennent finalement, rejettent systématiquement cette tentative réductionniste. Et je pense qu'il faut justement pas réduire et aller vers tenter d'expliquer à chaque fois pourquoi le phénomène arrive à ce moment, pas à un autre. Est-ce qu'il y a des conditions qui pourraient apparaître qui seraient justement pas pauvres, comme disait Pierre Massias, qui seraient riches en paranormalité? Et donc là, c'est quelque chose encore à étudier. Ouais. Donc finalement, il y a deux camps. Le camp Renaud Évrard qui dit attention, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut se pencher un peu plus dessus et voir si justement ce que nous a dit Magali, le fait d'être en situation particulière, sur des lieux particuliers, crée des conditions de photographie différentes de celles que l'on trouve normalement. Et Pierre Massias qui dit le phénomène s'explique techniquement dans la quasi-totalité des cas. Et donc il y a peut-être pas de phénomène dans les orbes. Pierre. Oui, mais pas uniquement techniquement. Tout à l'heure, je faisais référence à l'environnement, c'est-à-dire que, comme disait Renaud, effectivement, on a tendance à toujours expliquer, à rapprocher un phénomène à une explication déjà connue, ce qui fait que plusieurs phénomènes différents sont rattachés au même phénomène. On a ces boules lumineuses qui peuvent être expliquées par un aspect technique, par un aspect environnemental. Comme disait Renaud, il peut y avoir d'autres phénomènes comme, par exemple, un dégagement de radon dans les châteaux qui vont faire apparaître des formes lumineuses qui n'auront rien de paranormal. Ce seront des dégagements simplement de gaz qu'on pourra voir. C'est pareil pour les feux follets en particulier dans les cimetières. Que ce soit expliqué par des gaz ou que ce soit expliqué par des oiseaux nocturnes, il y a plein d'explications qu'on peut apporter à un phénomène spécifique. Maintenant, par rapport à la pauvreté, personnellement, je me ramène beaucoup à cette notion de pauvreté d'information dans ces photos. On a énormément de cas de photos paranormal pour le coup, où il y a une quantité d'informations intéressantes. J'ai personnellement vu des photos, il y en a une qui est absolument extraordinaire d'un buste, d'un visage avec un buste qui apparaît dans une vitre de bus scolaire qui me pose toujours problème d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose de fort. Il y a d'autres photos je me souviens d'une photo dans un atelier d'une apparition, même pas une apparition, c'était vraiment translucide d'un individu en armure qui est vraiment étonnante. Là, il y a de l'information et on peut pas y appliquer ce qu'on veut derrière.
Elle va chercher à l'expliquer. Une question pour Magali. Oui, allez-y Renaud pour conclure. Est-ce que vous avez déjà observé de près ces orbes sur les photos? Est-ce que vous avez reconnu des formes, visages ou autres éléments? Oui, sur certaines photos, j'ai zoomé et j'ai une photo qu'on avait prise à Noël et avec mon petit garçon qui avait 5 ans à l'époque. Et en zoomant, à l'intérieur, on voit le visage du petit garçon, le visage de mon fils. Et mon ami d'Albi aussi, également, sur une photo, il y avait son visage à lui, Et par contre, je voulais souligner un fait pour répondre à Pierre Massias, c'est que celui qu'on a vu à l'œil nu, à Montségur, comment il explique que, on l'a vu clignoter, et le temps que les gens traversent la cour, il s'est arrêté de clignoter et qu'il a repris après. S'il serait un peu follet, il n'aurait pas fait ça, Mais ça, c'est le problème qu'on rencontre dans les témoignages sur le terrain, je veux dire. C'est-à-dire que des phénomènes, des situations qui n'ont pas forcément grand-chose à voir les unes avec les autres vont être ramenées à un type d'explication parce que c'est celui qui est en vigueur à ce moment-là pour la personne qui va expliquer le phénomène. Il s'agissait peut-être d'un tout autre phénomène. Il peut très bien disparaître en raison d'un éclairage différent. Les gens, en arrivant dans cette cour, pouvaient cacher l'éclairage qui faisait qu'il apparaissait. Il n'a pas forcément fui parce que les gens arrivaient, mais peut-être qu'il a disparu parce que la source qui le produisait a été masquée par les personnes qui sont passées. La source a été simplement masquée. Donc, je veux bien envisager qu'il s'agit là d'une situation paranormale, mais encore faut-il pouvoir l'analyser très précisément et aller directement à l'explication paranormaliste, je vais dire, c'est aller un petit peu vite en besogne quand même. J'ai un SMS de David47 qui nous a envoyé ce texte qui dit « J'ai pu constater un orbe sur le mur de la chapelle où repose le corps intact de Sainte Bernadette à Nevers, Sainte Bernadette Soubirous, donc, c'est ça. Et il dit « J'ai pu constater ce phénomène à l'œil nu ». Donc voilà, ça apporte de l'eau au moulin de Magali et peut-être au moulin de Renaud Évrard également. Tout ça pour dire que on va pas évidemment clore ce dossier ce soir, mais si d'ailleurs Magali, je vous remercie d'ouvrir ce dossier pour la première fois dans les Aventuriers de l'étrange. J'en profite pour lancer un appel. Si parmi ceux et celles qui nous écoutent, il y a des gens qui ont justement des orbes sur leurs photos, leurs clichés, eh bien à ce moment-là, qu'ils nous les envoient, alors soit par la poste, soit par mail, ce sera peut-être plus facile si c'est des photos numériques, et puis pour qu'on puisse comme ça essayer de développer un peu plus ce dossier. Pour conclure, Pierre Massias. Oui, je voudrais merci à David47 d'ailleurs, je reparlerai avec lui. Je voulais revenir sur ce visage qui était vu dans l'un des orbes par grossissement. Bien sûr, on peut envisager un phénomène paranormal. Ça s'est vu, enfin, on l'a envisagé dans d'autres situations de ce type-là. Mais il faut faire attention aussi. Je suis un petit peu étonné que Renaud n'ait pas abordé le problème tout à l'heure. Mais je l'aurais fait. D'accord. Donc de pareilles idolies ou sur une forme complètement, abstraite. Y voir quelque chose. Le cerveau va vouloir y voir quelque chose et le reconstruire. On m'a montré assez souvent des photos de nuages, de paysages dans lesquels il y avait des nuages, et où on me disait, dans le nuage ici, je vois telle forme, tel visage. Il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a montré une photo comme ça où quelqu'un voyait le visage du Padre Pio dans un nuage. J'ai montré la photo à plusieurs personnes, certaines n'y voyaient rien du tout et d'autres m'ont trouvé d'autres visages, éventuellement à l'envers. Bon, ça c'est le cerveau qui travaille de cette manière-là. Donc sans exclure bien sûr le phénomène parapsychologique, mais extrême prudence, parce il faudrait que pour Magali, elle ait d'autres phénomènes de ce type-là, je dirais, mais en dehors de cette notion d'orbe. Alors là, ça pourrait devenir très intéressant plus que convaincant, et on pourrait ramener la situation, envisager les orbes sous un nouvel aspect, je dirais. Ou cet orbe-là sous un nouvel aspect. On va conclure ce dossier parce que nous avons d'autres témoignages qui nous attendent. En tout cas, Magali, puisque vous avez un ami qui partage avec vous cette passion de la photographie. J'en ai même plusieurs. Je voulais juste ajouter une petite chose. Bien sûr, je vous en prie. Sur les 3 années que j'ai vécu ça,
J'ai fait des rencontres, des gens qui sont devenus des amis, et quand je leur parlais des orbes, justement, ils commençaient à en avoir aussi, alors qu'avant, ils en avaient pas, quoi. Ouais. Et je pense que ça fait un peu comme une chaîne, quoi. Et j'aimerais bien, justement, que ces amis témoignent, et j'essaierai de les convaincre, quoi, pour avoir des avis différents tout à fait. convergents, quoi. Ou au moins de nous envoyer 2 ou 3 clichés représentatifs de ce qu'ils pensent eux être représentatifs justement d'une période importante qu'ils ont traversée où là ils ont vu des orbes sur leur photo. On compte sur vous en tout cas pour se retrouver, Magali, dans les Aventuriers de l'étrange et continuer comme ça à explorer ce dossier que je trouve intriguant. D'accord ? D'accord, tout à fait. Je vous souhaite une bonne soirée, Magali. Vous de même. Au revoir. À bientôt, bonsoir. Au revoir. 0826 300 300, le standard est ouvert. Vous pouvez nous appeler pour nous rappeler, nous raconter une histoire que vous avez vécue, quelque chose de l'ordre du paranormal. Et puis Renaud Évrard de l'Institut Métapsychique International et Pierre Massias du site psylande.org essaieront de répondre à vos questions ou au moins d'apporter peut-être des débuts d'explication. Les Aventuriers de l'étrange, 22h minuit, sur Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange avec Alain qui nous a appelé au 0826 300 300. Alain, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, mon cher Alain, vous avez vécu il y a fort longtemps, enfin pas si longtemps que ça, vous n'êtes pas vieux après tout. C'est pas... Oh, pas trop quand même. Vous avez vécu quelque chose de tout à fait étonnant. Vous aviez quoi ? Vous aviez 9 ans à cette époque-là ? 8-9 ans, oui, 8-9 ans. Je ne pourrais pas vous dire exactement. Je sais que il y a un fait bizarre aussi, c'est qu'il y a une photo que j'ai gardée de ce jour-là. Ah bon ? Voilà, oui, il y a une photo qui a été faite ce jour-là. Et je sais pas, c'est rare, mais enfin, ce jour-là a été fait une photo. Et c'est une histoire un petit peu bizarre qui m'est arrivée. J'étais donc, je vous la raconte pas. Allez-y, bien sûr. Donc j'étais les parents d'un couple d'amis que j'avais à cette époque-là. Je ne sortais pas beaucoup, donc ils ont demandé à mes parents de me prendre avec eux pour aller à la rivière. Ouais. Et donc mes parents ont accepté, donc je suis allé avec mes amis à la rivière. On était 3, deux frères et moi. Et donc les parents de cet ami. Et arrivé à la rivière, bien sûr, on n'avait qu'une hâte, c'était de se baigner. Ah, j'imagine, à 8-9 ans, oui, évidemment. Et donc on va tous dans l'eau, on avait de l'eau jusqu'à la taille à peu près. Et puis il y a le père de mon copain qui me dit, mais Alain, est-ce que tu sais nager ? Et bon, à cet âge-là, on est plutôt réservé. Et donc, pour ne pas paraître idiot devant mes 2 copains, j'ai dit oui, alors que je ne savais pas du tout nager. Alors, donc, j'ai dit oui, tout simplement, ils m'ont fait confiance. Et jusque-là, pas de problème. Mais comme je voulais pas paraître ridicule devant tout le monde, je me suis éloigné d'une vingtaine, trentaine de mètres. Ouais. Tout simplement. Et puis, on avait de l'eau, bien sûr, c'était pas dangereux, on avait de l'eau jusqu'à la taille. Et puis, je nageais, bien sûr, en touchant le sol avec mes mains pour avancer. Ça se voyait pas, c'était bien, je sauvais mon honneur. Voilà. Et à un moment, je me suis debout. Et il y a quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire que le sol a carrément craqué sous moi. Et ça a créé un tourbillon, et j'ai été enfoncé vers le fond. Carrément enfoncé, pris dans le, j'étais au fond, je savais plus où j'étais au fond, et dans le noir. Et bien sûr, j'étais en apnée, donc, inconsciemment, enfin, instinctivement, je me suis mis en apnée. Et j'étais tout au fond et pratiquement cloué au fond de l'eau. Au fond de l'eau. C'est-à-dire que j'étais à peu près, on va dire, de 3 mètres peut-être, mais quand on a 9 ans et qu'on mesure une petite taille, ça fait beaucoup, quoi. Et là, je suis resté bloqué au fond. Il y a un tourbillon qui s'est formé, qui m'emmenait vers le fond, carrément. Et là, je ne pouvais plus remonter. J'étais complètement collé au fond. Je sentais rien sous mes pieds, mais j'arrivais pas à remonter. À ce moment-là, je retenais ma respiration jusqu'à ne plus pouvoir la retenir. Et il s'est passé une chose, c'est que j'ai voulu respirer. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, c'est la fin, c'est fini, quoi. Imaginez la tête d'un gamin Ah, mais c'est l'horreur, oui. Une angoisse, oui. C'est l'angoisse, c'est l'angoisse. Ah, oui. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, c'est fini. Et c'est vrai, c'est un moment qui m'a marqué, parce que je m'en souviens très bien. J'ai dit, c'est fini. Et puis j'ai ouvert, j'ai voulu, comme avaler de l'eau. Et à ce moment-là, j'ai respiré de l'air. Alors, là, j'ai respiré de l'air. C'est incroyable, c'est impensable. J'ai respiré de l'air et puis j'ai repris confiance en moi. Je sais
pas, l'ensemble de la situation a duré peut-être 5 ou 6 minutes. Et à ce moment-là, j'ai respiré de l'air au fond. Donc j'ai repris conscience en moi, je regardais vers le haut. Et en haut, il s'est passé une chose, c'est que je voyais comme un rond d'à peu près une vingtaine de centimètres. C'était l'endroit par où j'étais passé. Et il faisait tout noir autour de moi. Et puis ce rond blanc qui était en haut, le rond de lumière qui était en haut. Et ce rond de lumière, je me suis dit, maintenant il faut que je remonte, puisque je commençais à respirer. J'ai pris 3 ou 4 respirations, et je respirais, je me sentais très bien. Donc, mais oui. je me permets de vous interrompre parce que je suis totalement captivé d'abord par votre histoire qui est totalement incroyable. Vous aviez conscience quand vous respiriez, l'eau rentrait ou c'est comme si vous respiriez dans l'air en fait? Comme si je respirais du bout de la bouche et je respirais de l'air. Je respirais de l'air. Il n'y a pas d'eau qui est rentrée. D'accord. C'est pas de l'eau qui est rentrée, c'était de l'air. Ouais. Alors c'était de l'air. Et je trouvais pas ça. Bien sûr que ça m'a intrigué sur le coup, mais j'étais tellement content de pouvoir respirer à nouveau. Ah oui, sauver sa peau. Que je me disais, maintenant il faut que je me sorte de là. Ouais. Alors ce que j'ai fait, j'ai levé les yeux, j'ai vu ce rond blanc, ce rond de lumière, et je suis passé, et j'ai commencé doucement à essayer de remonter. Et là, comme j'étais plus calme, plus détendu, j'ai réussi à monter. Mais doucement, très doucement. Et j'ai mis ma main à travers ce rond de lumière. Alors, vous avez réussi à remonter en nageant, c'est ça? Alors, je peux pas vous dire, oui, j'ai fait un effort pour remonter. C'est-à-dire que j'étais plus serein, sachant que, que je n'allais pas y rester, tout simplement, puisque je respirais normalement. Et pas normalement, mais j'avais l'impression de respirer normalement. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mes mains, en avant vers le haut. Oui. Les 2 mains en avant vers le haut. Et à ce moment-là, deuxième surprise, il y a une main qui m'a tiré de là, comme ça. Et alors, le temps qu'elle me tire, ça m'a paru une éternité parce que je me disais, je me sentais coupable. Je me disais, je vais me faire enguirlander. C'est le père de mon copain. Je vais me prendre une avoinée. J'étais coupable. Voilà. J'étais coupable. Ouais. J'étais coupable de quelque chose. Donc, je me suis dit, il faut que je me taise. Et puis, j'ai plus rien à dire. Et puis, je vais prendre une bonne rouste. Et puis, la journée, pour moi, est terminée. Et donc, j'ai été tiré donc violemment vers le haut. Et là, je m'attendais à voir le père de mon copain. Et là, je regarde autour de moi, il n'y avait personne. C'est-à-dire que vous avez senti une main vous saisir, c'est ça? Oui, j'ai vu une main me saisir l'avant. Alors ça, je m'en souviens très bien. C'était l'avant-bras droit. D'accord, qui vous a attrapé et qui vous a hissé vers le haut. Qui m'a hissé vers le haut. Et qui vous a sorti la tête hors de l'eau, enfin jusqu'à vous ramener à la surface. Quoi. Je suis sorti comme un sous-marin, quoi, comme ça, comme une balle, quoi, Et arrivé en haut, je me suis dit là c'est bon, là tu vas en prendre pour ton grade. Et je regarde autour de moi personne et je vois là où je les avais laissés quelques minutes plus tôt, je les vois tous en train de s'amuser, en train de rigoler, ils sont aperçus de rien. Donc, vous voulez dire qu'il n'y avait personne autour de vous? Il n'y avait personne autour de moi. Personne autour de moi. Et quand, alors donc, ma première réaction, ça a été de regagner le rivage, de m'asseoir et de plus bouger, et de me demander surtout de ne pas raconter ce qui m'est arrivé. Voilà. Alors donc, je me suis assis, et j'ai attendu que la journée se passe, l'après-midi se passe, et puis il me questionnait, il me dit, mais enfin, pourquoi tu veux pas te dire? Non, ça va. Non, c'est bon. Je me suis dit, je l'ai échappé belle. Moi-même, je me suis dit, je l'ai échappé belle. Je me suis pas fait pincer parce que je me sentais coupable. Je me sentais vraiment coupable. Voilà l'histoire. C'est vrai que c'est pas banal, mais c'est cette histoire qui m'est arrivée. Et alors, au fur et à mesure du temps, j'y ai repensé. J'ai essayé de me faire expliquer ça par des gens qui s'intéressaient à ça. Et on m'a donné une explication quand même. On m'a dit, quand tu es tombé dans ce tourbillon, à l'intérieur du tourbillon, il y avait de l'air. Alors ici, il est probable que tu aies respiré l'air qu'il y avait dans le tourbillon. Alors, c'est pour essayer de donner une explication logique. Essayer de trouver une explication, Alors, peut-être pourquoi j'ai respiré l'air qu'il y avait dans le tourbillon et pas l'eau. Et le reste, le phénomène de cette main qui m'a tiré. Ouais. Voilà. Alors, au fur et à mesure du temps, j'ai essayé de m'expliquer pas mal de choses, sans le raconter à tort à travers. Je vais le raconter une fois ou deux. Mais j'ai pensé une chose, parce que je suis passé réellement plusieurs fois, comme beaucoup de gens, à côté de la mort, mais sans être victime de quoi que ce soit. Sans être victime. C'est-à-dire, un hélicoptère qui tirait des balles, ça m'est passé à 10 centimètres et puis ça m'a pas touché. Des trucs comme ça. Alors j'ai l'impression que les gens qui ont
je me donne simplement une idée. J'ai l'impression que ces gens-là, peut-être, ont quelque chose à réaliser. Alors quelque chose de banal peut-être, mais qui a une importance peut-être dans la vie. Et tant qu'ils l'ont pas fait, ma foi, c'est pas leur heure, quoi. Vous savez, cette expression dit, c'est pas mon heure. Puis voilà. Je pense peut-être comme ça. Voilà. Écoutez, moi je trouve que c'est une explication qui en vaut une autre, en tout cas, hein, Alain. Oui. Puis c'est la vôtre, donc elle est éminemment respectable. Revenons un petit peu, si vous le voulez bien, sur ce que vous avez vécu. Donc, en fait, dans la rivière, vous étiez en train de marcher, puis le sol s'est dérobé sous vous, a cédé plus exactement. A cédé, c'est une plaque comme une plaque de je sais pas ce que c'est des roches grises, vous savez, c'est pas plat, c'est une rivière en dessous. C'était des roches comme, mais tout ce qu'il y avait, tout ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'en dessous il y avait rien, il y avait pas d'eau, il y avait de l'air. Ah oui, et donc vous êtes tombé dedans, et donc après il a fallu remonter. Donc d'abord respirer, et vous avez réussi à respirer. Alors vous respiriez comme ça, hein, du bout des lèvres, quoi, vraiment. Du bout des lèvres, oui, parce que bon, je me suis dit quitte à noyer, je vais me faire doucement. Dans ma tête, c'était un peu ça, quoi. Oui, quand on est devant l'évidence, on se dit on va le faire doucement, quoi. Et c'est j'ai été très surpris. Et à la fois, j'ai vite récupéré de ma surprise. Ouais. Parce pour moi, il me tardait une chose, c'était de sortir de là. Donc je me suis dit j'ai pris cet or qu'on m'a donné, cet air qui valait de l'or. Et j'ai pris je l'ai pris en me disant je remercierai plus tard. Voilà. Oui. Je le prends et puis là, je le prends et je verrai après. Voilà. Là, c'était une question de survie, donc il n'y avait pas le temps de. D'accord. Ok. Voilà. Et alors donc cette main, quand vous avez mis les mains vers le haut, levé les mains le plus haut possible pour remonter, comme on nage, quoi, finalement, hein, faire un mouvement. Pas forcément, juste avec les pieds pour essayer de. Mais je sentais pas de fond, par contre. D'accord. C'est pas une poussée. C'est pas une poussée des pieds. D'accord. Je sentais pas de fond. Donc j'ai essayé, je sais pas comment j'ai réussi à essayer avec mes mains, avec mes pieds, en battant des pieds. En essayer de donner une impulsion pour remonter vers le haut. Voilà, c'est ça. Voilà. Et alors là, vous l'avez dit, vous vous en souvenez comme si c'était hier. Vous avez vraiment senti une main d'homme, donc, enfin, d'adulte. C'était violent. Comme quelqu'un qui se fait du souci et qui sauve quelqu'un. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas doux, c'était brutal. Oui, d'accord. Et donc sur votre avant-bras droit, vous vous en souvenez encore? Oui. Et c'était bien une main, enfin vous avez bien senti donc une. J'ai senti une main, j'ai senti une peau. Oui. J'ai pas senti un bout de fer, un bout de bois ou quelque chose de différent, une texture différente. J'ai senti la texture d'une main. Ouais. Et qui vous a donné cette impulsion finale pour sortir de l'eau finalement? Mais qui m'a sorti jusqu'en haut. Qui m'a sorti jusqu'à la tête. Ouais. Pas jusqu'à la tête, mais jusqu'au bras. Ouais. Jusqu'au bras, qui m'a sorti du danger. Oui. Et après, une fois que la tête est sortie hors de l'eau et que vous avez ouvert les yeux pour regarder qui vous avez sorti, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Mais alors personne à 20 mètres, ou 30 mètres. Oui. Personne. Il y avait vraiment personne. Voilà. C'est une histoire que je trouve absolument intrigante, extraordinaire, enfin qui je vous l'avoue, mon cher Alain, me laisse pantois. On peut peut-être trouver des explications comme ça. J'ai quelques idées de pistes, mais je vais laisser Renaud Évrard passer devant, parce que on envoie toujours Renaud devant, hein, c'est comme ça, et puis après on passe derrière. Mon cher Renaud, votre sentiment, blague à part. Bonsoir Alain. C'est vrai que là, si je donne des hypothèses, vous le prenez comme vous voulez. Hein. Je ne veux pas. Oui, vous semblez avoir bien construit cette expérience. Donc voilà, moi je ferai une lecture. Je pourrais aussi avancer d'autres hypothèses, mais je ferai une lecture assez différente. Oui. Je ferai une lecture dans une sorte d'état de conscience modifié, ou plutôt d'expérience de mort imminente. Voilà pourquoi, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans votre récit qui corroborent plutôt l'idée d'une perte de conscience, d'une expérience de mort imminente vécue de façon très très réaliste, mais qui n'est pas un état de conscience normal, et qui en fait qui mélange des aspects réels et des aspects matériels et des aspects très intérieurs.
les éléments que je vois, c'est que vous dites vous-même que vous reprenez conscience à un moment, et c'est à partir du moment où vous reprenez conscience que vous respirez sous l'eau. Or, je connais très peu de gens qui respirent sous l'eau, très peu, Oui. et c'est vrai que j'aurais tendance à dire que, par contre, je connais des personnes qui ont eu cette impression de respirer sous l'eau dans des états de conscience modifiés, en fait. Ah, d'accord. Et donc là, ça collerait plus sur votre esprit aurait, dans le danger, l'esprit est capable de se libérer de ça, en fait, hein, et de calmer la situation pour essayer de trouver une solution. Et donc là, il se défait finalement des aspects matériels, sensoriels immédiats, et recrée ces sensations. Et recrée, par exemple, cette sensation à la main que vous avez eue, que quelqu'un vous tirait de façon très brutale. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez certaines personnes qui vivent une expérience de mort imminente, sur la question du retour. La question du retour, il peut être très brutal. Et il y a aussi cette question vous voyez un rond de lumière, mais vous êtes finalement assez incapable de décrire concrètement dans quel espace vous vous trouvez. On a l'impression que vous êtes enfoncé à 2 mètres sous le sol avec un tourbillon. C'est quand même assez surréaliste. Ça aurait pu 2 mètres, comme ça aurait pu être 4 mètres. Hein. Oui, tout à fait. Oui, mais en fait, si on peut aussi interpréter beaucoup de ces éléments sur une façon très symbolique, qui est la symbolique des expériences de mort imminente. Et l'impression de faire un effort, d'avoir un retour brutal, et ensuite finalement une reprise de conscience qui vous permet pas justement de chiffrer forcément. Enfin, vous dites 5-6 minutes en temps. Finalement, on ne sait pas tellement, quoi. Enfin, même votre. Je préfère dire 5-6 minutes qu'une heure qu'à 1 minute. Oui. Oui. Mais c'est peut-être très intense comme expérience. Face à un danger comme ça, vous avez dit vous-même, l'impression de la mort qui vient, ça y est, c'est fini. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'expériences de mort imminente. Mais il faut savoir que dans ces expériences de mort imminente, il n'y a pas forcément un danger réel, mais c'est un danger ressenti. Et du coup, on peut avoir la même expérience sans aucune blessure à côté ou quoi que ce soit. Ça peut être quelque chose de très intense avec beaucoup d'éléments. Donc ça, ce serait une lecture possible de cette expérience. Ouais. Je trouve ça, mon cher Renaud, si je peux me permettre, très pertinent. Ouais. Oui, vraiment. Qu'en pensez-vous, Alain ? Je pense une chose, c'est vrai que bon, j'ai écouté vos émissions. Je voyage beaucoup, je suis sur la route et c'est un plaisir d'écouter cette émission. Et je voulais vous dire une chose, c'est que à un moment, je vous ai dit qu'il y avait comme une lumière blanche. Oui. Et cette lumière blanche, que quand j'étais en dessous et que je vois ça, je l'ai attribuée au trou qu'a fait mon corps en passant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'était la surface, quoi, la surface de l'eau, le jour que vous voyez au loin. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Mais je n'ai pas eu l'impression du tout. Pour moi, j'étais conscient du début jusqu'à la fin. Alors maintenant, j'ai eu l'impression d'être conscient du début jusqu'à la fin. Tout à fait. Ouais. Voilà. Je tiens à appuyer aussi dessus parce que j'ai eu vraiment l'impression d'avoir vécu ça de la première à la dernière minute. Ouais. À la dernière seconde. Oui, tout à fait. Et si vous préférez, quand je suis sorti de là, je n'ai eu vraiment aucun dommage. J'avais bien l'impression d'être celui qui venait de dire oui, je sais nager. Quand je suis sorti, j'étais le même. Oui, il y a pas eu de moment, vous êtes pas senti vasouillard, etc. Voilà. Non, vous étiez tout à fait conscient. Coupable quand même, très coupable. Ah oui, coupable, oui, coupable d'avoir menti, d'avoir dit que je savais nager, au papa de mes copains qui était très impressionnant physiquement, donc il fallait écouter, quoi. Il fallait surtout pas raconter de bêtises. Voilà. On imagine, oui. Je me suis dit, c'est terminé, quoi. J'ai gagné le cocotier, quoi. Écoutons maintenant, après celle de Renaud Evrard, l'analyse de Pierre Macias. Qu'en pensez-vous ? Oui, analyse, ça va être extrêmement court. Oui. Parce que j'avais quelques éléments de réflexion. Je vais penser à quelques éléments, mais je vais aller. Renaud les a parfaitement formulés, mis en forme. Ah, vous pensiez aussi, pareil, à un phénomène de NDE quand même, d'expérience de mort imminente, vraiment. J'avais pas en tête un phénomène de NDE proprement dit, mais j'avais des éléments qu'a développé Renaud pour arriver à cette notion éventuellement de NDE. D'accord.
Donc en fait, tout ce que je peux dire par rapport à Alain, c'est que je rends hommage à la compétence de Renaud. On voit là, vraiment sa compétence de psychologue et de parapsychologue. Merci. Avec plaisir. Il est très caressant. Mais dites-moi, Renaud, j'amène mes quelques pistes maintenant que vous avez exposé les vôtres. C'est vrai que je ne sais pas si vous avez déjà fait de la plongée ou l'un ou l'autre ou Alain. Je ne sais pas. Jamais. Pierre non plus. Renaud non plus. Un tout petit peu, mais... Bon, parce que il arrive des fois, alors en rivière je ne sais pas, mais en mer ça se produit de temps en temps de trouver des poches d'air qui sont coincées, alors soit sous des rochers, soit quand on suit ce qui était dans mon cas un mérou dans un espèce de trou, etc. Il peut y avoir des poches d'air disséminées ça et là. Ici, bon, d'accord. Alors là, notre ami Alain a dit que le sol s'est dérobé sous lui, donc il y avait une sorte de cavité prête à céder. Manque de bol, ça a cédé quand il a posé les pieds dessus, créé une petite pression, et il se peut vraisemblablement que de l'air ait été emprisonné à l'intérieur, et donc il se retrouvait pris en apnée, ne pouvant pas respirer évidemment parce que dans sa tête, son cerveau analysait qu'il s'enfonçait dans l'eau, donc pas d'air. Et au moment où il a commencé à respirer, en fait, il est tombé dans une poche où il y avait vraisemblablement des poches d'air. Donc ça, c'est peut-être une hypothèse qui en vaut une autre. Mais et après, pour la remontée, là, je rejoindrais plutôt l'hypothèse de Renaud, à savoir que le cerveau est capable de faire ressentir sur le corps la pression d'une poignée, la pression d'une main, la pression d'une gifle, bien qu'il n'y ait rien eu d'extérieur. C'est peut-être tout simplement le cerveau qui s'est dépatouillé comme il a pu pour expliquer une remontée. Mais là, j'avoue que je suis un peu plus léger sur ma deuxième partie d'explication. Il y aurait un élément aussi, c'est comme Alain nous a dit, c'est que son corps s'est détendu. Et à un moment, il a été plus détendu, il est remonté à la surface. C'est aussi quelque chose qui peut jouer. Effectivement, il y a les poches ou les cloches d'air qu'on peut trouver sous l'eau, donc c'est un autre élément réaliste. Mais j'avais un autre témoignage en tête que je connais, qui est peut-être comparable. C'est un ami qui était à la piscine et il a eu une sorte de déclic dans son cerveau. Il a eu l'impression qu'il était vraiment un animal marin, finalement, qui pouvait marcher dans le fond de la piscine sans problème. Il est resté 5 minutes en apnée complète. Et il a jamais fait ça avant. Il avait des amis autour qui ont compté 5 minutes, quoi. Et donc pour lui, ça a été assez incroyable comme expérience, à la fois de conscience et à la fois comme exploit physique et spontané. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des ressources chez l'être humain qu'on ne connaît pas très bien. Et c'est peut-être ça aussi qui c'est une autre piste. Alors, j'aimerais amener une petite précision aussi dans l'explication qu'on vient de donner. C'est que s'il y a eu tourbillon, automatiquement il y a de l'air. Bien sûr. Donc, oui. Je pense aussi. Sinon, il n'y a pas de tourbillon. Oui. Voilà. Sinon, il n'y a pas de tourbillon. Oui, tout à fait. Donc, c'est une cavité qui s'est remplie en un clin d'œil, peut-être en un clin d'œil, et peut-être y avait-il de l'air à l'intérieur, je ne sais pas. Oui, tout à fait. C'était dans un bouillonnement d'eau et d'air, en tout cas, une forte concentration de bulles d'air dans cette eau, en tout cas. Alors, on imagine une cuve de 2000 litres ou 3000 litres qui se remplit en 3 secondes. Il rentre de l'eau et de l'air aussi, peut-être. Ah oui, forcément. Je ne sais pas, je ne veux pas écarter une autre hypothèse. Je dis simplement, c'est la seule idée que j'ai pu. Mais ce qu'il y a, et là je rejoins Renaud sur ce point qui me semble essentiel, je dirais même clé de votre témoignage, c'est que quelque part au fond, au bout de combien de temps, on ne sait pas, ça a dû être très court de toute façon tout ça, de l'ordre de la minute 30 maximum à mon avis. Le temps de ne plus pouvoir respirer. Le temps de Oui, je pense pour un gamin de 9 ans. Oui. Pas plus, parce que sinon les autres après autour se seraient aperçus de votre disparition, enfin de votre absence. Mais ils étaient en train de jouer. Ouais, mais je veux dire là, le moment clé, c'est quand vous dites je me suis détendu, relâché. Oui. Et ça, même si de manière, si vous étiez conscient de bout en bout, il aurait été difficile de se relâcher complètement dans une situation aussi stressante et où votre vie était en danger finalement. Complètement. Donc, mais le fait de pouvoir respirer, le fait de pouvoir dire mais si c'est possible. Ouais. Mais si c'est possible. Donc le fait je crois que c'est ce qui m'a
Qui a fait baisser la pression, qui a fait baisser le stress. Qui a fait baisser la pression, et j'ai pris, et j'ai réessayé 3 ou 4 fois. Oui, en plus, oui. Voilà, et ça a marché 3 ou 4 fois. C'est-à-dire que un poisson qui a des ouïes, j'ai l'impression d'avoir des ouïes, quoi. J'avais l'impression de pouvoir être chez moi, dans l'élément naturel, dans l'eau. Ah oui. Alors, voilà ce qui s'est passé. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc, ce qui m'a permis de prendre conscience qu'il fallait que je remonte. Et donc, je me suis assuré comme un grimpeur va s'assurer d'une prise, je suis monté tranquillement. Ouais. Voilà. Et c'est à ce moment-là. Qu'il y a cette main qui vous a saisi. Ouais. Mais alors, la main, Renaud, pour vous, c'est une vue de l'esprit, sans que ce soit péjoratif, bien entendu. Ah ben, c'est là, on arrive à un moment où ça devient très difficile et on peut pas vraiment conclure. Et c'est un élément paranormal pour le coup, parce qu'il y avait personne autour, et parce que selon Alain, c'est quelque chose qui l'a aidé à le tirer à l'extérieur entièrement. Donc, mais cette main, elle a apparu tant qu'il y avait du danger. Quand il n'y a plus de danger, il n'y avait plus de nécessité de cette main, et voilà, c'est volatilisé. C'est exactement. J'ai l'impression aussi, je vous donne mon impression aussi, j'ai l'impression que c'est le choc de cette main, et bon, la façon dont elle m'a pris le bras, j'ai l'impression que c'était violent, et j'ai l'impression que c'était le prix à payer, cette violence, pour me sortir de là. Voilà ce que j'en retiens à travers moi, à travers ma pensée. Une sorte de punition, quoi. Oui, voilà, le prix à payer. Tiens, voilà, il y a eu une violence, voilà. Il y a eu violence, mais cette violence m'a été bénéfique. Je suis pas sûr. Moi, je suis moins client, si je puis me permettre. Mais en tout cas, le fait est qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire et que votre histoire, comme ça, est assez fabuleuse. Ça, j'avoue que c'est la première fois, Pierre Massias, que on a ce type de témoignage. Ce genre de témoignage, oui, tout à fait. Ce serait intéressant d'ailleurs que des auditeurs qui auraient vécu une expérience similaire nous racontent comment ils l'ont vécu. Oui, tout à fait. Pour revenir sur la notion de tourbillon, respirer dans un tourbillon, je suis pas franchement convaincu qu'on puisse trouver de l'air dans un tourbillon. Moi non plus. C'est simplement une impression. Moi non plus, mais c'est la seule explication logique que je puisse apporter. Après avoir à m'être penché dessus, et j'ai pas vu l'air dans l'eau, là, comme on l'a dit tout à l'heure, mais la seule particule d'air qui pouvait se trouver dans le tourbillon. Enfin, sincèrement, ayant pratiqué un peu de plongée et ayant côtoyé des plongeurs, j'ai jamais entendu parler de ce genre d'histoire. Je suis pas un spécialiste. Mais actuellement, dans ce discours, on cherche à objectiver, à donner des éléments de l'air présent, etc. On s'écarte un petit peu de l'analyse de Renaud, qui me paraît quand même plus pertinente. Une expérience de mort imminente qui en fait... Voilà, bon, l'impression de la main, j'ai personnellement pas vécu une expérience de la main, mais enfin on peut avoir des illusions hypnagogiques, hypnopompiques. Surtout dans la tête d'un enfant d'avant. Et puis surtout dans une situation de stress pareil. Là, le cerveau cherche toutes les possibilités pour survivre, pour vivre. Donc là, la porte est ouverte à tout, quoi. Là, vraiment. Mais si des auditeurs qui nous écoutent ont vécu ce genre d'expérience ou des choses qui paraissent... Là, c'est la première fois qu'on a ce genre de témoignage. Qu'on nous apporte des faits nouveaux, ce sera extrêmement intéressant. Oui, vraiment. Merci beaucoup en tout cas, Alain. Mais c'est moi qui vous remercie et bravo pour votre émission parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressante. Je vous remercie, Alain. Passez une bonne fin de soirée. Merci à vous. À bientôt. 0826 300 300, notre standard est encore à votre disposition. Bernard va venir nous rejoindre dans quelques instants pour revenir sur le dossier qui est en fil rouge depuis maintenant quelques semaines, à savoir la prière pour passer le feu, le fameux secret pour passer le feu. Figurez-vous que Bernard l'a essayé, il va nous en dire plus dans quelques instants. Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous sommes encore tout plein de je sais pas, enfin un peu pantois, un petit peu bizarre après avoir écouté ce témoignage d'Alain, qui est une histoire assez extraordinaire. Renaud, vous partagez mon opinion, j'imagine. Oui, la vie, et c'est très intriguant comment on peut se sauver de dangers pareils, quoi. Oui,
Oui, c'est vrai. L'homme, l'être humain, a des ressources totalement insoupçonnées. C'est réussir comme ça, enfin, à se sortir de ce mauvais pas qui aurait pu lui coûter la vie. C'est quand même. Et venir nous le raconter, c'est bien. Oui. C'est vrai. Bernard est en notre compagnie. Bonsoir Bernard. Bonsoir Louis. Merci de venir nous rejoindre. Vous avez eu la possibilité d'écouter l'histoire d'Alain ? Non, je viens juste de rentrer et malheureusement, je n'ai pas pu. Je vous conseille de vous rendre dans la semaine sur le site psylande.org pour écouter le témoignage d'Alain. Écoutez, franchement, il a vécu une histoire absolument extraordinaire, vraiment. Alors, mon cher Bernard, vous intervenez dans cette émission car vous avez reçu le secret pour passer le feu. Que nous vous avons envoyé. J'ai lancé donc un appel à l'antenne de ceux et celles qui voulaient recevoir ce secret pour passer le feu. En revanche, charge à ceux et celles qui le testent de nous redonner des informations s'ils l'ont essayé, si ça a marché ou pas. Alors Bernard, dans quelles conditions l'avez-vous essayé ? J'allumais du feu. J'avais beaucoup de branchages à brûler. Ouais. Et imprudemment, j'ai arrosé un peu d'essence et j'ai allumé. Et bon, il y a eu, un dégagement de chaleur et surtout beaucoup de braises qui sont parties un peu dans tous les sens et j'en ai sur le bras. Sur le coup, évidemment, ça fait très mal et la peau a été brûlée profondément. Et j'ai eu le réflexe, j'ai appelé mon épouse et je lui ai demandé de réciter cette prière. J'ai dit c'est le moment de... Bravo pour votre sang-froid entre parenthèses, parce que bon. Et puis effectivement, elle a récité la prière et au bout de 2-3 minutes, j'avais plus du tout de douleur. La rougeur était encore là, mais je ne sentais plus rien. La douleur s'est vraiment estompée très rapidement. Ah oui, au bout de 2-3 minutes, j'avais plus du tout de douleur. Je l'ai senti progressivement et après plus rien du tout. Ouais. Et pourtant la trace sur le bras les traces sur le bras étaient toujours là et profondément dans la peau, quoi. Ouais. Et depuis vraiment je vois encore la trace, mais je n'ai plus du tout mal. Et alors, votre conclusion, parce que c'est votre épouse finalement qui l'a utilisé cette prière. Oui. Donc, votre conclusion à vous, c'est quoi votre analyse ? Mon analyse, c'est que nous croyons beaucoup à je dirais entre guillemets à ces choses-là. Ouais. Je pense que je suis très réceptif, beaucoup moins que mon épouse, puisque de temps en temps, quand je veux faire passer des douleurs, je m'adresse à une dame d'un village voisin qui me passe les douleurs relativement facilement, alors que sur mon épouse ça passe pas toujours aussi bien. Mm-hmm. Et je pense qu'il faut être très réceptif, faut y croire, ça c'est certain. Ouais. Mais simplement déjà, simplement être très réceptif. Ouais. Et l'analyse de votre épouse, parce que c'est elle qui l'a utilisé finalement, c'est elle qui a pratiqué ce secret. Et elle l'a fait, je dirais sincèrement, mais elle pensait pas réussir pour une première fois que ça marche comme ça, quoi. Ouais. Et c'est vraiment surprenant parce que c'était vraiment la première fois que nous essayions, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle en pense ? Elle va la réessayer ? Oui. Nous en parlons à notre entourage. C'est vraiment c'est surprenant. D'ailleurs, nous en parlant avec des amis et entre autres ma belle-mère qui nous a sorti tout un feuillet de différentes prières pour d'autres problèmes, genre prière pour le zona, prière pour pas mal de choses. Ouais. D'ailleurs que je voulais vous envoyer. Volontiers, oui, volontiers, évidemment. Pour expliquer un peu ça. Ouais. Et c'est c'est vraiment très surprenant, quoi, parce que pour une première fois, je pensais pas qu'on arriverait à faire passer cette douleur si facilement, quoi. Alors, je vais employer un verbe qu'on emploie rarement dans cette émission, et on fait exprès parce que c'est le verbe croire. Ici, on n'est pas là pour croire ou pas, on est là pour constater, étudier et se poser des questions et éventuellement essayer d'y répondre si on y arrive. Mais est-ce que votre femme y croit plus maintenant qu'avant ? Oui, je pense aussi. Oui, je pense. Oui. Ça m'a vraiment surpris, mais je pense qu'elle y croit beaucoup plus. Ouais. Alors,
Renaud, que pensez-vous de cette situation? C'est quelqu'un de sceptique qui essaye une prière pour passer le feu sur quelqu'un qui est plutôt même totalement réceptif. Et ça marche. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Là, sur ce cas particulier, c'est vrai que sa femme a quand même un grand intérêt au-delà de son scepticisme. Elle se sent pas responsable finalement. Ce n'est pas sa faute. C'est pas elle qui est croyante. Elle fait simplement que lire par téléphone en répondant à la demande de son mari. Donc du coup, non. Elle était à côté de lui. Elle n'était pas au téléphone. Hein. Elle a appelé. Oui, d'accord. Elle est allée chercher le secret vite fait, puis elle. J'ai compris au téléphone, mais oui. Voilà. Oui. Mais voilà, elle se sent. Elle lit la prière, mais parce qu'il ne le fait pas lui-même. Et finalement, je pense qu'elle se sent dégagée. Elle se sent pas forcément l'agent qui déclenche la guérison. Elle peut extérioriser ça dans la petite prière écrite. Ce n'est pas elle-même qui fait la guérison, mais c'est la prière. Ouais. Donc du coup, son scepticisme est un peu, par exemple, mis de côté. Mais il y a aussi, comme je disais, son intérêt personnel pour que son mari n'ait plus mal, qui dépasse peut-être, d'un point de vue inconscient, ses résistances conscientes. Ouais. Et à votre avis, Renaud, est-ce qu'il faut y croire pour que ça marche? Non, je pense pas, non. Non, il y a plein d'exemples où des gens affirment coûte que coûte qu'ils y croient et qu'ils y croient pas et que ça marche, qu'ils y croient que ça ne marche pas. Je pense que c'est très difficile comme notion, la croyance, à situer sur un plan psychologique. Ouais. Donc c'est vrai que là, on constate. Oui, Pierre Massias. Oui, j'allais revenir sur la notion de croyance, croire ça va mieux marcher parce qu'on croit que ça va marcher. Bon, effectivement, il y a plus de chances que ça marche si on y croit. Enfin, la notion de croire, de ne pas croire est assez subjective. Certaines personnes qui vont dire y croire vont être réticentes au phénomène, donc il va pas se produire. Certaines personnes qui se disent ne pas y croire vont en fait être dans des dispositions d'esprit où elles vont être plus susceptibles de produire un phénomène quelconque. Tout ça, c'est très aléatoire, c'est très, il est très difficile de prévoir vraiment ce qui va se produire sur le terrain en tout cas, en fonction de la croyance. Maintenant, on voit là des applications, enfin peut-être une application, je vais dire. C'est quoi qu'il se soit produit, en tout cas, le phénomène est intéressant. On n'en a pas forcément l'explication. Certains vont se rabattre sur la notion de psychosomatique. Oui. Ben, pourquoi pas? Qui peut être une bonne réponse aussi, oui. Voilà, tout à fait. Mais en tout cas, il y a eu un effet bénéfique sur le moment. Pour autant que on aille soigner convenablement ensuite la brûlure. Oui, évidemment, faut pas bien entendu. Mais en tout cas, sur le moment, enfin, on a eu un plus, une application pratique, je vais dire, et bienvenue. Ah oui, ne plus avoir mal, c'est plutôt sympa. Oui, tout à fait. Oui. Bah écoutez, Bernard, cette prière, faites-la circuler autour de vous, bien entendu, comme bon vous semble. Et si une prochaine fois vous l'essayez, parce que vous ne l'avez pas essayé vous-même, hein. Ah non, pas encore. Donc, si jamais vous l'essayez vous-même, tenez-nous au courant. Et puis, si dans votre entourage, les personnes à qui vous avez donné ce secret pour passer le feu, laissez eux aussi, dites-leur de nous envoyer par mail leur réaction. Voilà, moi, ça n'a pas fonctionné. J'ai toujours eu aussi mal pendant 10 minutes. Et d'autres qui vont nous dire peut-être que ça a fonctionné. D'accord ? Et puis dans le mail que vous m'aviez envoyé avant, il y avait également une piste d'une maison hantée. On ne va pas dire où elle est pour pas créer d'ennuis supplémentaires parce que je crois qu'elle est en vente depuis des années et elle ne s'est jamais vendue. Donc on reste en contact pour explorer cette piste et voir s'il y a des choses à étudier sur cette maison hantée. De mon côté, je me renseigne aussi, oui. Et vous me tenez au courant. Oui, sans faute. D'accord, merci beaucoup Bernard. Passez une bonne soirée et continuez cette émission. Et vraiment, c'est génial. Merci beaucoup Bernard. Mes amitiés à votre épouse. Merci. Au revoir.
On a reçu une lettre également de Nicole de Tarbes qui a elle aussi essayé cette prière pour passer le feu, ce secret pour passer le feu, et ça a fonctionné également. Alors avant de retrouver José, je voudrais juste évoquer avec vous Renaud Évrard et Pierre Massias un mail qui nous a été envoyé par un auditeur. Le temps, je farfouille dans mon dossier pour ressortir le mail, donc ne vous inquiétez pas, ça va venir. Voilà. Bonjour les aventuriers, avez-vous vu les vidéos des fantômes de Gettysburg sur YouTube qui est le site internet, ou sur Dailymotion? Ces vidéos sont surprenantes et effrayantes, dit notre correspondant. Il y en a beaucoup, et pour accéder à ces vidéos, donc il faut aller sur YouTube et taper le mot de recherche Gettysburg. Gettysburg, c'est la fameuse bataille, je crois que c'était la guerre de sécession, il me semble, si je suis pas trop nul en histoire américaine. Je crois bien aussi, oui. C'est la guerre de sécession. Renaud, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, merci, parce que j'avais peur de passer pour une andouille là. Gettysburg, donc, bataille de sécession. Donc, vous tapez Gettysburg sur le moteur de recherche de YouTube, avec 2 T, 1 Y. Parce que je vois que Carole Murino, notre réalisatrice, se précipite sur Internet pour évidemment aller voir cette vidéo. Vous l'avez vu, Renaud et Pierre. Alors, un petit commentaire rapide sur cette vidéo. Je situe rapidement une caméra vidéo posée sur pied, visiblement, à la nuit tombée, et qui filme l'orée d'une forêt. Et on voit des formes, on voit des formes comme ça apparaître et disparaître comme des personnes qui sortent de l'orée du bois et qui y re-rentrent. Renaud Évrard, qu'en pensez-vous? Après, évidemment, tous ceux et celles qui nous écoutent, qui ont Internet, vont aller sur YouTube pour essayer de vérifier. Votre opinion, Renaud? Oups, j'ai pas vu la bonne vidéo. Allez, voilà. Vous en avez vu une autre dans une voiture, c'est ça? Ce que j'ai vu, c'est un reportage recomposant les différents témoignages de personnes qui, spontanément, en se baladant sur ce champ de bataille antique, là, ont eu des apparitions en rapport avec la bataille. Ouais. Donc c'est quelque chose d'assez fréquent, comme nous avons le petit Trianon ou Versailles, voilà, où on voit très très fréquemment des touristes revenir en disant oui, j'ai vu telle chose, c'est bizarre, j'entends telle musique. Bon. Là, c'est aussi une sorte de lieu historique où il y a forcément une grosse légende qui s'est forgée autour. Donc c'est vrai que c'est difficile à démêler le vrai du faux, mais j'ai pas vu la vidéo. Bon, alors il faudra chercher un petit peu plus et vous tomberez dessus assez rapidement. D'ailleurs, Carole Murino vient de la voir sur Internet. Carole, ton opinion, tu viens juste de l'apercevoir. Alors, c'est effrayant. Alors, qu'est-ce que tu as vu? Parce que est-ce qu'on a vu la même chose? Je poserai la question après à Pierre Massias. Donc en fait, bonsoir tout le monde. En fait, on voit donc l'orée d'une forêt avec des par quelques points en fait scintillants, enfin un point scintillant en fait, qui se dégage dans l'obscurité. Et ensuite, on voit comme des formes, mais que j'arrive pas à expliquer, comme des ombres en fait qui surgiraient dans la poussière ou des choses comme ça en fait, des espèces d'ombres à contre-jour peut-être. Enfin, c'est antagoniste, mais c'est assez étrange en fait. On comprend bien que ce sont des hommes qui marchent, quoi. Ah, tout à fait. On a l'impression que ce sont des hommes qui sortent du sol ou qui sortent des arbres, enfin, et qui repartent après, mais avec des mouvements un peu en accéléré en fait, comme si on augmentait la vitesse d'un film sur une caméra, une vieille caméra. Ça fait peur. Alors, merci Carole pour ton témoignage. Merci, j'en m'irai pas de la nuit maintenant. Merci beaucoup. Alors maintenant, Pierre Massias qui a vu également cette vidéo, vos impressions, Pierre? Oui, alors je vais avoir le mauvais rôle ce soir. Allons-y. Je vais pas trouver si effrayante pour ma part. On voit au loin des formes diffuses qui ressemblent à un brouillard, qui semblent délimité, mais qui a l'apparence d'un brouillard. Personnellement, j'aurais pas dit que je voyais des silhouettes sortir de terre. Ouais. Moi, franchement, je les ai pas vus. Désolé, Carole. Très bien. Et par rapport à cette vidéo, et on en trouve d'autres sur le net de ce genre-là. Ouais. J'en appelle à la pauvreté de l'information. Après ce que vient de dire Carole, je comprends pourquoi les gens n'ont pas couru au bout de cette carrière pour filmer de plus près. Mais c'est la première idée qui m'est venue en tête, de voir quelque chose d'aussi flou. On le filme, on interprète déjà
ce qu'on voit dans une schématique bien établie. Ouais. Et pourquoi ces gens-là ne sont pas allés jusqu'à l'apparition, jusqu'à cette apparition, cette forme, ces silhouettes, pourquoi pas si on veut, pour les filmer de plus près. Ouais. Évidemment, on peut trembler de peur, évidemment. Oui, enfin moi je vois ça, je sais pas, mais je pars en courant. En tout cas, j'ai pas envie de rester non plus pour voir des gens apparaître. On partira en courant, mais dans des sens opposés, je crois. Donc, pour vous, Pierre, il n'y a rien à voir sur cette vidéo. Enfin, ce qu'on voit, c'est des reflets sur l'objectif, c'est des machins, quoi. Je vais être plus diplomate. Je vais dire que personnellement, ça ne me convainc pas plus que ça, en tout cas. Quant à un phénomène paranormal, il y a d'autres témoignages qui n'ont pas besoin de films et qui sont beaucoup plus convaincants. Il existe des tas d'histoires, de témoignages de personnes qui sont passées comme ça à l'improviste, sans savoir où elles étaient, sur des champs de bataille, qui ont eu des apparitions, qui ont eu des on va dire des visions, mais visions dans le sens apparition. Elles ont vu quelque chose qui était bien à l'extérieur. Elles ont décrit la scène où elles voyaient plusieurs personnages faire certaines actions. Elles ont décrit ensuite la scène aux personnes qu'elles rencontraient, et en tombant sur un historien, l'historien leur dit: ah, mais d'après ce que vous me racontez, la tunique, l'apparence des personnages, les actions de ce moment-là, ça me fait tout à fait penser au conflit entre deux camps qui s'est produit à telle époque, justement à cet endroit-là. Bon, on n'a pas une vidéo, on n'a pas quelque chose de flou, de diffus. On a un témoignage qui est suffisamment argumenté pour faire penser à un historien à une situation particulière. Bien. Et un cas comme ça n'est vraiment pas unique. Et d'ailleurs, pour illustrer ce que je vais dire, disons à titre d'exemple, sans aller plus loin que le titre d'exemple, de rapport de témoignage, il existe un livre qui s'appelle Les armées fantômes de Jean Sider, paru chez JMG Éditions, qui fait état d'apparitions, de témoignages de ce type-là, entre autres de personnages ayant participé à des conflits armés, Grande Guerre ou autres. Et là, on voit, avec les témoignages qui sont rapportés par Jean Sider, on voit vraiment que les personnes ont vu quelque chose de précis. En tout cas. Donc, écoutez, donnez-nous vos opinions pour une prochaine émission. Allez donc sur le site YouTube ou Dailymotion, tapez Gettysburg dans le moteur de recherche, et puis vous nous direz ce que vous en pensez. Dans quelques instants, nous allons parler de rêves prémonitoires avec le témoignage de José sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Sud Radio, Les Aventuriers de l'étrange. Il y a plusieurs SMS qui viennent d'arriver au 71 200. L'un qui nous dit: vous devriez contacter l'historien de l'aviation Bernard Marc au sujet d'un avion hanté. Écoutez, c'est ce qu'on ne va pas tarder à faire pour éventuellement parler de cette affaire d'avion hanté dans Les Aventuriers de l'étrange. Et puis un autre SMS nous dit: bonsoir, il y aurait une maison hantée à, je ne cite pas le nom du village, à côté de Salis du Salade. J'aimerais savoir si quelqu'un en a entendu parler. Pareil, donc si vous avez entendu parler d'une maison hantée, vous nous envoyez un email étrange@sudradio.fr avec le maximum d'informations que vous pouvez glaner. Et bien écoutez, nous enquêterons de notre côté et peut-être aurons-nous la chance de découvrir une maison réellement hantée. Et à l'instar de certains qui prendraient leurs jambes à leur cou pour partir en courant et s'éloigner de la maison hantée, j'en connais d'autres, Renaud Évrard, un certain Pierre Massiès ou un autre Louis Bénédy, qui auraient une lueur de gourmandise dans l'œil et qui courraient eux directement dans la maison pour savoir ce qui s'y passe. Alors, José vient de nous rejoindre dans Les Aventuriers de l'étrange. Bonsoir José. Bonsoir. Mon cher José, vous nous appelez au 0826 300 300 car vous avez vécu plusieurs phénomènes, un rêve prémonitoire notamment une fois concernant votre petite fille, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Enfin, bon, déjà je voudrais dire bonsoir à tout le monde. Votre émission, elle est pas mal, hein, ça fait un petit moment que je l'écoute. C'est très gentil. J'aime aussi juste en même temps la pub d'Éric Mazet, hein. Ceux qui connaissent pas, c'est le moment d'y aller, hein. Il faut y aller parce que c'est vraiment un type bien et
il y a pas mal de choses intéressantes dans son émission. C'est tous les jours sur Sud Radio, effectivement. Voilà. Ouais. Et moi, ce que je voudrais, c'est surtout dire que je veux convaincre personne. Hein. Je veux dire, pour moi, ça a été quelque chose qui m'est arrivé. Je veux absolument... Moi, quand j'écoute certains interlocuteurs, on est toujours en train d'essayer de dire si, mais c'est vrai, et c'est vrai. Moi, je veux absolument convaincre personne et juste donner mon témoignage, c'est tout. Tout à fait, et on vous en remercie. Alors, racontez-nous ce rêve que vous avez vécu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait un soir, je me suis couché assez tard, et le matin, on est comme tous les hommes. Moi, au départ, j'étais marié avec une femme et avec une femme. C'est une façon de parler, mais oui. Je me suis marié, j'ai eu un enfant avec elle, enfin ma première femme. Ensuite, là, je suis séparé, je vis avec quelqu'un d'autre et j'ai encore des enfants. Mais je vivais avec ma première femme et on avait eu une petite fille qui avait à l'âge de 3 ans. Moi, j'étais rentré le soir assez tard, je m'étais couché. Ouais. Et le matin, je faisais la grasse matinée. Et d'un seul coup, sur le coup du matin, ou je sais pas, ou du soir, moi, j'ai eu un rêve, en fait. J'ai ouvert la porte de chez moi. Moi, j'habitais dans un immeuble, dans une cité. Oui. J'habitais au 3e étage. J'ai ouvert la porte de l'immeuble et en descendant les escaliers, il y a un palier avant de redescendre encore d'autres marches. Oui. Et sur le palier, il y avait un petit muret. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu ma fille de 3 ans qui était assise sur le muret en train de gigoter les bras et les jambes. Comme ça, elle me regardait droit dans les yeux. Et moi, j'étais au-dessus des marches, bien avant le palier, et je la regarde comme ça, et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et d'un seul coup, je la regarde, et elle se met à rire, et elle me regardait bien, elle se penche en avant, et elle tombe par terre. Moi, à ce moment-là, je me suis réveillé, j'ai eu un sursaut, je me suis réveillé, j'ai traversé le couloir, j'ai été jusqu'à la voir dans la chambre s'il y avait la petite, elle n'y était pas. Donc je me précipite dans la salle de bain et j'arrive dans la salle de bain. Qu'est-ce que je vois? Je vois ma femme de dos. Oui. Et d'un seul coup, il y a ma fille qui me regarde droit dans les yeux. Elle me tend les bras, elle gigote et elle tombe de la table allongée. Voilà. D'accord. Ça, c'est une chose qui m'est arrivée, quoi. Ouais. Elle tombe de la table allongée et moi, j'ai pas pu, en fait, la rattraper. Et l'image, en fait, de mon rêve, c'était la même image qui m'est arrivée ce matin-là, en fait, quoi. Ah oui, tout à fait. Alors, voilà. Maintenant, j'en sais rien. Maintenant, j'en sais rien du tout. Écoutez, ce que vous voulez, je sais pas du tout. Ouais. Voilà, c'est juste. On va le rêve que vous avez vécu, le rêve que vous avez eu, ça vous a réveillé et tout de suite vous avez voulu, parce que évidemment, moi je suis papa aussi, hein, j'imagine que il y a une espèce de montée d'adrénaline, de frayeur, quoi, de voir son enfant comme ça se faire mal. Donc vous vous êtes réveillé en sursaut et vous êtes tout de suite précipité à la recherche de votre fille, voir si tout allait bien, quoi, finalement. C'est ça qui vous a. Oui, bien sûr. Renaud, je pense que là, c'est à mi-chemin. Enfin, je m'avance peut-être dans l'analyse, mais c'est à mi-chemin entre de la voyance ou le rêve prémonitoire. Je ne sais pas comment on peut le classer. Qu'en pensez-vous? En tout cas, il a senti que quelque chose allait arriver. Oui, bonsoir José. Rassurez-nous tout de suite. Elle va bien, votre fille? Elle a 19 ans maintenant. Bon, ça va. Très bien. Okay, c'était juste. Il fallait au moins ça. Mais effectivement. Ce sont des choses qui arrivent très fréquemment chez les mères, ou en tout cas les mamans ont moins de mal à le rapporter. Ces petites questions d'instinct maternel où il y a des intuitions très fréquentes sur l'état de santé ou de danger que vit l'enfant et qui peut mener à des petites actions comme ça où on peut sauver l'enfant ou savoir quand ça va mal, quand il s'étouffe, des choses comme ça. C'est des témoignages qui sont très fréquents. Alors là, c'est bien parce qu'on a un papa qui vit ces mêmes genres d'intuitions, de pressentiments. Ça s'est déclenché dans un rêve. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez remarquable dans l'immédiateté et la correspondance entre le récit et ce qui a été vu en rêve. Ouais. Donc oui, c'est assez étonnant. On pourrait, même si là on n'a pas beaucoup de documentation, c'est aussi assez pauvre, ça correspond à des types de phénomènes qui sont assez connus. Oui. Pierre Macias. Oui, comme dit Renaud, ça correspond à des descriptions assez connues. Et d'ailleurs, c'est une description que personnellement j'affectionne particulièrement parce que ça me fait penser
un témoignage rapporté par Louisa Rhine, l'épouse de Joseph Banks Rhine, qui avait monté un laboratoire de parapsychologie aux États-Unis, qui est très connu dans le domaine de la parapsychologie. Et donc Louisa Rhine avait cherché à collecter un maximum de témoignages sur les phénomènes paranormaux, et en particulier prémonition, télépathie, ce genre de choses. Ouais. Et l'un des témoignages qu'elle rapporte justement, qui lui a été rapporté, c'est une dame qui se réveille en pleine nuit et qui se précipite dans la chambre. La dame qui se réveille. Voilà, ça me revient. J'essaie de reconstruire mon histoire. La dame qui se réveille en pleine nuit et qui a fait le rêve que un lustre tombait sur le berceau de son enfant, qui se trouvait dans la pièce d'à côté, que à ce moment-là, dehors, il pleuvait, il y avait du vent, il pleuvait, et donc elle a ce rêve, elle se réveille en sursaut, elle réveille son mari, elle dit écoute, il y a quelque chose qui se passe, c'est anormal. Tous les deux vont dans la chambre de la fillette, s'aperçoivent que tout est normal, et reviennent se coucher. Le mari s'endort, il dit bon écoute, t'es arrivé, on va pas s'embêter avec ça. Ouais. Et donc il se rendort, et la dame, elle reste éveillée, vraiment prise dans son rêve. Et au bout d'un moment, elle se décide à réagir. Elle retourne dans la chambre de la fillette, et elle prend sa fillette dans ses bras et elle la ramène avec elle dans la chambre du couple. Et puis donc là, apaisée, elle se rendort. Et plus tard dans la nuit, le couple entend un fracas dans la chambre de la fillette, se précipite, et ils s'aperçoivent que le lustre de la chambre est tombé sur le berceau. Et alors que rien ne laissait présager à la première visite dans la chambre qu'il allait faire mauvais à l'extérieur, à ce moment-là, ils s'aperçoivent que dehors il pleut. Il fait venteux, il pleut. C'est un temps exécrable. Et la dame s'aperçoit en plus, un détail que je n'ai pas dit, qu'il est 4 heures du matin, heure qu'elle avait vue dans son rêve. Dans son rêve, elle avait vu 4 heures du matin. Voilà. Ouais. Alors pour moi, ça représente l'histoire typique, le témoignage typique de la prémonition, et qui est extrêmement intéressant parce qu'on s'aperçoit en fait que on n'est pas forcément soumis à sa prémonition. On peut agir sur son sur son futur. Enfin, j'essaie d'avoir la bonne tournure. Oui, mais c'est ça. Ouais, c'est ce qui me fait penser personnellement que le futur n'est pas inexorable, inéluctable. La prémonition ne veut pas, l'existence de la prémonition ne veut pas dire qu'on a un chemin tout tracé, des épisodes de vie extrêmement bien définis. On est toujours maître de son destin. Renaud Évrard, les rêves prémonitoires qui sont quand même des phénomènes extrêmement courants, comme celui qu'a vécu José, je veux dire des milliers, des millions d'individus en vivent régulièrement. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même pas un phénomène classique dans le sens où on pourrait l'utiliser vraiment de façon très pratique. Ça devient très difficile, et on se rend compte que même quand on a tous les éléments dans le rêve, c'est pas dit qu'on attrape la fille qui tombe de la table à manger. Oui, par exemple, c'est vrai. Donc ça reste une matière problématique, mais si ça peut sauver à certains moments quelques trucs, c'est intéressant. Je pense que ça peut peut-être se cultiver dans une sorte d'ouverture ou à faire plus confiance à ses vécus, à ses ressentis. Mais pour autant, il peut se passer, on peut aussi rentrer dans une paranoïa où on croit que tous nos rêves sont amenés à se réaliser alors que c'est pas non plus le cas. Oui, mais là, à travers le témoignage, là c'est intéressant parce qu'on a le témoignage de José qui a vécu ce rêve prémonitoire, et qui a malheureusement est pas arrivé assez vite finalement pour rattraper sa fille. C'est difficile à interpréter aussi. Voilà. Là, le témoignage que Pierre Massias nous a rapporté de cette dame, et c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que Pierre a soulevé juste un coin du voile, qui a changé son futur parce qu'elle a vu ce qui allait se produire, l'heure et l'événement, et elle a changé son futur. Ça, c'est intéressant, non? Vous ne trouvez pas, Renaud? C'est vrai que c'est difficile à dire. C'est un problème très très difficile à discuter
sur est-ce un déterminisme, qu'est-ce qu'elle a vu, est-ce qu'il n'y a pas des déformations dans le rêve qui sont déjà une recomposition par l'inconscient de la personne. On a dans le rêve de José le fait qu'il voit sa fille assise sur le muret du 3e étage. Oui. C'est pas exactement le... Non, puisqu'elle était sur la table allongée, donc voilà, d'accord. Et on sent la culpabilité, l'urgence paternelle, on sent qu'il y a des sentiments, des déformations qui sont dues peut-être au psychisme de José, et aussi le fait que finalement c'est assez inéluctable. C'est le fait qu'il rentre dans la salle de bain pendant que sa femme a le dos tourné, que sa fille le regarde, s'agite, et c'est ça qui fait peut-être qu'elle tombe. Oui, donc finalement, on retombe sur une explication où tout ça était bien prévu, et donc c'est vrai que ça pose énormément de problèmes philosophiques. Là, je pense 23h55 à ma montre, difficile. Pierre Massias, on peut changer. Moi, je reste persuadé que le futur n'est pas écrit, et quand certaines personnes ont la chance d'avoir ces fenêtres qui s'ouvrent sur leur possible futur, eh ben ils ont la main. Ils ont, voilà, comme on dit au jeu de cartes, ils ont la main. C'est à eux de. Mais c'est aussi extrêmement difficile parce que la fenêtre ne s'ouvre pas de la même manière pour tout le monde. Le phénomène de prémonition a des modalités extrêmement diverses. On va éventuellement avoir la prémonition d'une scène, éventuellement d'un bruit, disons de l'audio, un bruit, enfin comment dire, une séquence de bruit, quelque chose audible, enfin par le son. Ça peut être visuel sans le son, ça peut être quelque chose comme José, qui est, je le dirais, probablement retravaillé, c'est-à-dire à retravailler pour être amené à la conscience. Il y a parfois des phénomènes qui peuvent se révéler, des rêves qui peuvent se révéler prémonitoires, mais dont le sens ne reste pas prévisible jusqu'au moment de la scène elle-même, de la scène prémonitoire. D'accord. Donc tout ça, c'est extrêmement difficile à manier, à interpréter. Il n'est pas évident de réagir. Et puis il y a l'effet de surprise, surtout l'effet de surprise. Voilà, c'est extrêmement. Enfin, personnellement, je veux penser que l'avenir est modulable et on a le choix de son avenir. On a une action sur son avenir. D'autres témoignages le présent le supposent, le laissent supposer. Il y a un témoignage fabuleux d'un accident, enfin une dame qui rêve d'un accident, pour faire court, une nuit, et le lendemain matin elle se retrouve dans la situation avec son ami à côté d'elle, et puis elle s'affole au moment où il fallait s'affoler, et elle évite l'accident qu'elle avait rêvé la nuit précédente. Voilà, ça c'est extrêmement intéressant à tout point de vue, parce que au niveau philosophique, moi justement, c'est le prochain sujet de philo au bac, l'avenir est-il écrit. Ce serait intéressant à faire. Ce serait pas mal. Et puis aussi au niveau plus physique, avoir une notion, avoir une préconnaissance, une prémonition, une préconnaissance de cet avenir, ça laisse poser des questions au niveau du temps. Quelle est la structure du temps? Est-il plat? Est-il linéaire? Est-il voilà, tout à fait. Il faut l'aborder. Ça pose des questions de la physique fondamentale, sans extrapoler outre mesure, sans aller trop loin, sans fantasmagorer autour, en prenant des raccourcis pratiques, en passant du microscopique au macroscopique trop facilement. Mais ça pose des questions très intéressantes. Merci en tout cas, Pierre Massias, d'avoir été présent dans cette émission. À très bientôt de toute façon. Merci, à bientôt. Et puis rendez-vous sur le site psylande.org pour retrouver en podcast toutes les émissions des Aventuriers de l'étrange depuis le début. Merci Renaud Évrard. Merci beaucoup. De l'Institut Métapsychique International, et à très bientôt pour encore une soirée d'analyse. À très bientôt. À très bientôt. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange se terminent. Dans quelques instants, la rediffusion des émissions de Sud Radio. Merci à ceux et celles qui nous ont appelés ce soir, à José, Bernard, à Alain, à Magali, pour leurs témoignages tous aussi intéressants les uns que les autres. Et merci de leur confiance pour venir nous les confier.
Carole Murino a réalisé cette émission, Pierre Massias m'a aidé à la construire. On se retrouvera vendredi et samedi prochain. Nous parlerons d'OVNI. Tiens, vendredi prochain, puisqu'il y a eu un congrès important qui s'est déroulé aux États-Unis. Et mon invité sera en direct depuis Los Angeles, puisqu'il a assisté à ce congrès et il viendra nous en parler. Rapidement, une conférence le jeudi 29 novembre, jeudi prochain, à l'auditorium de la clinique Saint-Jean de Languedoc à Toulouse. Une conférence sur les expériences de mort imminente. Je vais avoir le plaisir de vous la présenter avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, auteur de différents ouvrages sur ce thème. Jean Morzel, qui a vécu une expérience de mort imminente et qui a écrit un livre également, sera à mes côtés. Ce sera donc le jeudi 29 novembre à 20h30. Vous pouvez vous rendre pour toutes les informations et réserver vos places au site Sud Radio, sur le site sudradio.fr, à la page des aventuriers de l'étrange, ou appelez à ce numéro de téléphone pour réserver vos places, 05 61 52 78 39, 05 61 52 78 39. Passez une belle semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio et à vendredi prochain. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Pour de prochaines émissions, je recherche des témoignages. S'il vous est arrivé un phénomène étrange, quelque chose que vous jugez de l'ordre du paranormal, laissez-moi un message en m'appelant sur ma boîte vocale Les Aventuriers de l'étrange au 0826 300 300. Vous pouvez également m'écrire par mail étrange@sudradio.fr. Sud Radio.